22 h sur Télé Djibouti. Merci à vous de nous rejoindre pour cette nouvelle édition dont voici les principaux faits. Le président de la République a rétribué donc les lauréats du concours régional de mémorisation du Saint-Coran. Et au Danemark, l'interdiction du voile intégral dans l'espace public est effective. Bonsoir. Le président de la République, Ismaël Omar Guelleh, a procédé hier soir à la remise du prix du chef de l'État aux lauréats du concours régional de lecture du Saint-Coran. Intervenu comme à l'accoutumée sous la forme d'une cérémonie organisée à la résidence privée du président de la République à Haramous, la remise du prix du chef de l'État aux lauréats du concours régional a été rétribuée respectivement et par ordre de mérite cette année aux candidats suivants: Abdurrahman Farah Mohamed de nationalité djiboutienne, Omar Mohamed Goud de nationalité soudanaise et Abdallah Mounir Bahidom de nationalité yéménite. Créé en 1999 à l'initiative du président de la République, le concours de lecture du Saint-Coran est une compétition ouverte aux ressortissants de tous les pays de la sous-région et qui a eu lieu donc une fois par an à Djibouti durant le mois béni du Ramadan. Si sa fonction première est de contribuer donc à l'émergence d'une élite religieuse, le concours régional de lecture du Saint-Coran participe également à une volonté plus politique entendant prémunir les jeunes contre les risques très répandus dans le monde d'aujourd'hui de manipulation et de fanatisme. Le ministre des Affaires musulmanes, de la Culture et des Biens Warf, Moumin Hassan Barré, et ses principaux collaborateurs ont pris part à cet événement. Et dans une déclaration aux médias exprimée le chef de service du département des mosquées du concours du ministère des Affaires musulmanes, de la Culture et des Biens Warf, la culture est très heureux d'assister à la cérémonie en l'honneur des lauréats du concours au niveau régional de mémorisation du Saint-Coran. Les prix leur ont été remis en main propre par le président de la République. J'ai eu l'occasion à indiquer ce dernier d'offrir une multitude de remerciements et de gratitude au chef de l'État qui a initié cette compétition depuis près de 19 ans dans le cadre de son intérêt pour le Saint-Coran et la culture islamique. Et par la suite, les premiers lauréats ont exprimé leurs remerciements et leur reconnaissance au président de la République, Ismaël Omar Guelleh, et pour son hospitalité, son accueil, et saluant la bonne organisation de cette manifestation coranique organisée chaque année par le ministère des Affaires musulmanes, de la Culture et des Biens Warf de la République de Djibouti. Également dans l'actualité, le ministre de l'économie et des finances, Ilyas Moussa Daoualé, a tenu hier au Palais du Peuple une réunion de prise de contact avec les responsables techniciens en charge des institutions étatiques travaillant sur les intempéries suite à la tempête tropicale Sagar pour procéder à l'évaluation de l'impact et des besoins de reconstruction nécessaires dans l'immédiat. Pour nous en parler, Hussein Aoulé est avec nous. Bonsoir Hussein. Bonsoir. Merci. Alors quels sont les principaux sujets qui ont été débattus durant cette réunion? Oui, effectivement, Ahmed, la mission composée d'experts qui a pour objectif de recenser et d'évaluer le dégât commis lors de cette tempête dans tout le secteur afin de mettre en place une stratégie pour mieux appréhender ces genres de phénomènes issus du changement climatique. La mission a profité de l'occasion pour faire une revue des dispositifs des réponses en vue d'aider notre pays à se renforcer pour mieux gérer des situations futures. Plusieurs membres du gouvernement et les représentants de la Banque mondiale ont pris part à cette réunion. Cette réunion se déroulera jusqu'au 7 juin prochain. Les experts de la Banque mondiale vont rencontrer les différentes institutions pour rassembler les éléments nécessaires afin de collecter les bases de données nécessaires à l'évaluation qui sera faite par la mission. C'est quoi? Je pense que Karima va y arriver tout à l'heure, mais c'est suite à la requête du gouvernement vraiment de vous aider rapidement à estimer l'impact que le cyclone a eu ou les intempéries ont eu sur la vie économique et sociale de Djibouti. Donc qui dit rapide va donner une certaine marge d'erreur ou de ne pas être suffisamment compréhensible, comment dire, englober tout, mais soyez rassurés, c'est un exercice qui est fait de manière méthodique, la même façon dans tous les pays du monde, par la même équipe. Donc, bien sûr, les experts sectoriels vont différer d'un pays à l'autre, mais c'est la même équipe, c'est la même méthodologie qui est appliquée et c'est reconnu par toute la communauté internationale. L'équipe que vous voyez ici, à la banque, où les
tous les pays nous donnent une cagnotte et nous disent voilà, au cas où il y a une intempérie quelque part, déployez-vous rapidement. Le ministre de l'économie et des finances, M. Iliassé Moussa Douale, dit que Djibouti a été impacté par le changement climatique avec la tempête tropicale Sagar qui a causé d'importants dégâts matériels. Le ministre a rappelé qu'avec le changement climatique qui connaît la Terre depuis des dernières années, Djibouti n'est plus à l'abri d'un phénomène aussi dangereux que la tempête tropicale Sagar et que ces changements climatiques qui l'on croit été heureux qui peut se réaliser facilement. On écoute le ministre de l'économie et des finances. Des inondations, beaucoup de dégâts. Et on a voulu avoir toutes les institutions pour prendre un peu pour mieux appréhender la mission et ses objectifs. Il se trouve qu'en raison de ce changement climatique qui est tant évoqué, le moment est venu pour nous, Djiboutiens en tout cas, de l'accepter en tant que tel parce que ce n'est plus un phénomène cyclique rare, mais ça devient de plus en plus régulier et selon les spécialistes, ce phénomène risque de se répéter fréquemment, malheureusement. Donc on a pu nous en sortir pendant de longues décennies, quand de telles crises s'abattaient sur Djibouti, parce qu'elles étaient rares. Je pense que le moment est venu de construire une société, un pays et une économie résiliente. Vous savez très bien que 80% à 85% de notre PIB est autour du secteur tertiaire. Et le secteur tertiaire est principalement concentré sur un axe extrêmement fragile d'un point de vue une résilience face aux conséquences du changement climatique, des inondations et des cyclones. Je parle des grandes infrastructures portières, aéroportuaires, maintenant ferroviaires, mais également toute l'économie de Djibouti. Toujours en nouvelle nationale, le Sunny Hill Center d'Arta a abrité un iftar collectif organisé chaque année par le ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle. Le ministre de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle, Moustapha Mohamed Mahamoud, qui était l'hôte de la cérémonie, avait invité plusieurs personnalités publiques ainsi que des cadres et enseignants du MENFOP qui ont pris part à cette belle cérémonie. Le ministre de l'Habitat, Moussa Mohamed Ahmed, la représentante de l'UNICEF, Djanabou Mohandé, le représentant du HCR, Abdoulaye Bari, et d'autres officiels ont également honoré de leur présence cet iftar. Cet iftar commun a été un moment de partage et de convivialité qui a été marqué par des interventions très inspirées. Le ministre de l'Éducation nationale, Moustapha Mohamed Mahamoud, a mis l'accent sur les valeurs qu'inspire le jeûne du mois béni du Ramadan, comme la piété, le sens du partage, le rapprochement entre les fidèles. Il a également flatté la noblesse et l'intérêt du métier d'enseignant et surtout l'importance de ce métier dans la formation des futures élites du pays. Plus généralement, le ministre a plaidé pour un effort commun dans l'amélioration de la qualité de l'offre d'éducation publique. Il a aussi annoncé sa détermination à réenchanter l'esprit de solidarité entre les enseignants. L'occasion pour lui également de saluer la forte mobilisation du corps enseignant autour d'un collègue gravement malade dont il a personnellement instruit le dossier d'évacuation sanitaire vers la Turquie. Notons enfin que des prières et un prêche d'un éminent cheikh ont ponctué la cérémonie d'iftar collectif. Et dans son intervention durant ces iftars ou ces ruptures de jeûne, le ministre de l'Éducation nationale de la formation professionnelle a profité de l'occasion pour souligner la responsabilité collective de la communauté éducative dans son ensemble pour répondre aux attentes des jeunes et du pays en matière d'offres d'éducation. On l'écoute. En effet, en islam, le travail est une forme d'adoration. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit que le bon musulman est celui qui, lorsqu'il s'attelle à un travail, le perfectionne. Donc en ce mois béni de Ramadan, nous devons donc doubler d'efforts et repenser notre manière de travailler. Rigueur et conscience professionnelle doivent nous donner le temps
nous guider et constituer le mot d'ordre. Et en cette période d'examen, je m'adresse particulièrement aux responsables administratifs et pédagogiques et surtout aux examinateurs dont le devenir des milliers d'élèves est tributaire de la justesse et de la fiabilité de leur évaluation et de leur travail. Je voulais en fait finir mon propos par une prière et surtout une pensée. Et s'il vous plaît, je crois que c'est un devoir, nous devons réciter la Fatiha pour les membres de la famille éducative qui étaient avec nous l'année dernière et qui ne sont pas ce soir avec nous. En nouvelle nationale toujours, à l'initiative des femmes de la région de Tadjoura, la ministre de la Femme et de la Famille, Moumen Ahmed Hassan, accompagnée des femmes parlementaires de la région, était conviée donc hier à un iftar collectif dans la ville blanche. Sur place, la ministre et sa suite ont reçu un accueil des plus chaleureux. La rupture du jeûne a eu lieu au sein de nouveaux locaux tout récemment inaugurés par le ministère de la Femme et de la Famille dans une ambiance fraternelle et ainsi donc virtuailles et plats traditionnels furent à l'ordre du jour. Et en cette période de piété, la rencontre a surtout permis à l'ensemble des participantes de prononcer des du'as émaillés de chants religieux et autres rasaïd et paroles de bonté destinées à louer la grandeur d'Allah Tout-Puissant et Miséricordieux. Dans une courte allocution prononcée à cette occasion, les représentantes des femmes de Tadjoura ont remercié tour à tour la ministre et les parlementaires présentes d'avoir accepté leur invitation à partager un tel moment de communion en ce mois béni du Ramadan. Et de son côté, la ministre de la Femme et de la Famille, Moumen Ahmed Hassan, s'est dit honorée par cette initiative émanant des femmes de la ville blanche à l'égard de l'ensemble de sa délégation présente. Elle a sollicité enfin que des du'as soient invoqués donc afin que le Très-Haut accompagne les jeunes responsables incarnés par elle-même et les 6 parlementaires qui l'accompagnent, de même que pour la prospérité collective de la nation djiboutienne. Dans le cadre des programmes et des activités de bienfaisance durant ce mois béni du Ramadan, l'établissement Abou Ahmed continue donc de distribuer de l'aide alimentaire et financière aux ménages vivant dans les régions de l'intérieur, en particulier dans les zones rurales. En effet, le propriétaire donc de cet établissement, Abdurrahman Ahmed Taha, s'est rendu donc à la localité de Dafo de la région de Tadjoura afin de distribuer une quantité importante de produits alimentaires de base et aides financières ainsi que des vêtements à quelques 500 familles des plus vulnérables. La cérémonie de distribution s'est déroulée en présence notamment du préfet de la région de Tadjoura, Abdelmalik Mohamed Benoïta. Des familles bénéficiaires ont reçu des sacs ainsi que des vêtements pour femmes et enfants et une aide financière pour les achats des vêtements de la Eid al-Fitr. Le propriétaire donc de l'établissement Abou Ahmed, Abdurrahman Ahmed Taha, a exprimé ses remerciements et sa gratitude aux autorités locales pour l'accueil chaleureux, en soulignant que cette initiative s'inscrit dans les directives du président de la République pour aider les groupes vulnérables de la société djiboutienne. Et pour sa part, le préfet de la région de Tadjoura, Abdelmalik Mohamed Benoïta, et son adjoint ont exprimé donc leurs remerciements à l'endroit de l'établissement Abou Ahmed pour l'adoption de ce geste donc humanitaire et généreux qui contribuera à répondre aux besoins des familles pauvres et à faible revenu dans la région de Tadjoura et des villages environnants. Le préfet a souligné que cette démarche s'inscrit dans le cadre de la politique menée par le président de la République en vue d'améliorer les conditions de vie des citoyens djiboutiens. L'Office national d'assistance aux réfugiés sinistrés, donc l'ONARS, a organisé hier une cérémonie de remise des clés des taxis Piaggio, bénéficiaires donc du projet d'autonomisation et d'intégration des réfugiés djiboutiens financé par le gouvernement belge et mis en œuvre par l'OIM, l'Organisation internationale pour les migrations, en collaboration avec l'ONARS. Cette cérémonie a vu la participation du secrétaire exécutif de l'ONARS, Hussein Hassan, de la chef de mission de l'OIM à Djibouti, la lignée Vera Sami, et des réfugiés djiboutiens qui ont bénéficié de ce projet. Une dizaine de badges donc a été offert gratuitement à ces derniers afin de leur permettre de sortir de la précarité
ces jeunes Djiboutiens et pour les réfugiés une autonomisation et intégration en République de Djibouti afin de se lancer dans l'auto-entrepreneuriat. Sous la politique clairvoyante d'ouverture du président de la République, la loi sur le statut des réfugiés a permis aux réfugiés installés à Djibouti de s'épanouir pleinement au sein de la société. Le permis de conduire, les vignettes, la carte grise, l'assurance, le RAD, les visites médicales, tous ont été offerts gratuitement à ces jeunes bénéficiaires. Au courant, mais on a été beaucoup sollicité, moi personnellement et Hussein, pour essayer de débloquer des choses pour que ce projet se concrétise, que ça soit les permis de conduire, que ça soit l'assurance, que ça soit l'achat des badges. Donc on est arrivé aujourd'hui à ce que tous ces documents soient là aujourd'hui, et je le précise, pourquoi? Parce que je veux vraiment que vous réalisiez tout le sacrifice, tout le travail qui a été fait pour que ce projet puisse se concrétiser. Et l'importance que vous devez vous assumer maintenant sur cette responsabilité que vous devez prendre dans ce nouveau business que vous allez entreprendre et surtout dans la région dans la commune de Balbala. Vous devez faire en sorte que c'est un business il n'y a pas de raison que ça fonctionne pas. Le risque est tellement bas pour que ça ne fonctionne pas, donc c'est vraiment tout le travail que vous allez fournir, tout l'engagement que vous allez mettre ensemble à travailler ensemble qui va mener à ce que ce business fonctionne. Mais il n'y a pas de raison que ça ne fonctionne pas parce que c'est vraiment un business qui est en demande. Les gens ont besoin de se transporter d'un point à un autre. Il n'y a pas de raison que vous ne puissiez pas utiliser ce business pour pouvoir vous autonomiser. D'accord ? Donc, je précise cela parce que je veux vraiment que vous soyez quelque part le groupe qui fonctionne et que d'ici 1 an, d'ici 2 ans, on voit vraiment encore vos projets continuer et que ça soit un projet durable. Je remercie le Royaume de Belgique qui a financé ce projet. Je remercie l'ONARS parce que c'est un projet qui était que nous on a mis en œuvre, mais c'était surtout pour dans les cadres des activités que l'ONARS entreprend. Et surtout le ministre de l'Intérieur qui a débloqué des choses directement pour vous. Et pour sa part, le secrétaire exécutif de l'ONARS a dans un mot prononcé à cette occasion indiqué que ce projet est une réussite nationale qui marque encore une fois un cadre harmonieux pour l'autonomisation et l'intégration des réfugiés en République de Djibouti. On l'écoute. À propos, je me réjouis de votre présence pour cette journée historique qui marque la remise des clés des taxis PGO aux bénéficiaires du projet d'autonomisation et intégration des réfugiés et djiboutiens financés par le gouvernement belge et mis en œuvre par l'OIM en collaboration avec l'ONARS. Ce projet noble et ambitieux est destiné à ouvrir à des jeunes djiboutiens très vulnérables et des jeunes réfugiés de se lancer dans l'auto-entrepreneuriat. Ainsi, ces jeunes entrepreneurs en herbe pourront trouver leur voie et s'épanouir pleinement au sein de la société grâce à leur micro-entreprise. Mesdames et messieurs, ce projet est une réussite nationale qui marque encore une fois de plus un cadre harmonieux pour l'autonomisation et l'intégration des réfugiés en République de Djibouti. Je tiens à remercier le chef de l'État, son Excellence Ismaïl Omar Guelleh, pour la politique d'ouverture de son gouvernement, mais aussi pour la loi sur les statuts des réfugiés qui reconnaît les droits fondamentaux de la République de Djibouti pour les réfugiés et demandeurs d'asile. Chers bénéficiaires, je tiens à vous féliciter pour votre parcours dans tout le processus de ce projet. Avant de clore mon propos, permettez-moi d'adresser mes vifs remerciements à la mission de l'OIM de Djibouti représentée par la représentante de l'OIM, Mme Lalni. Son soutien indéfectible ainsi que ses efforts exemplaires et louables nous ont très grande utilité. Je remercie également les payeurs de fonds et surtout l'équipe de l'ONARS et l'OIM pour la réalisation de ces projets. Je vous remercie de votre attention. Actualité régionale et internationale à présent avec Samatar Saïd. Bonsoir Samatar. Bonsoir Ahmed. Alors à Samatar, au Kenya, une enquête sur 10 banques ont été ouvertes donc, soupçonnées de manipulation de fonds volés. Effectivement Ahmed, le Daily Nation a nommé 9 banques commerciales et une société coopérative financière comme les institutions que la police et la banque centrale étudient. La liste des prêteurs comprenne la plus grande banque du pays en Afrique de l'Est, le KCB Group de l'activiste Kenya de Standard Chartered.
Georges, des dizaines de hauts fonctionnaires et d'hommes d'affaires ont été placés à Ahmad en détention lundi. On fait face à des accusations liées au vol de près de 100 millions de dollars de l'agence de la jeunesse. Le directeur général de la Standard Chartered Kenya a confirmé que l'entreprise faisait l'objet d'une enquête par des agences gouvernementales autorisées. Les autres banques Ahmad nommées dans la liste étaient le Standing Kenya, l'Equity Group et le Barclays Kenya. Mardi, le gouverneur de la Banque centrale, Patrick George, a déclaré qu'un nombre indéterminé des prêteurs étaient sous enquête à la première phase et se concentrant sur la recherche des bénéficiaires des fonds de la New York. Actualité internationale, donc toujours ce matin, motion de censure a été adoptée. Le Premier ministre espagnol Mariano Rajoy est tombé. Eh bien, Ahmed touché, coulé par un scandale de corruption, le Premier ministre espagnol Mariano Rajoy vient d'être renversé lors d'un vote du Parlement. Une motion de censure contre le dirigeant conservateur porté par les socialistes a été adoptée grâce à 180 voix en son faveur, 4 suffrages et de plus que la majorité nécessaire sur un total de 350 députés. Mariano Rajoy paraissait indéboulonnable. Le conservateur a en effet survécu à des crises à toutes sortes et même à 3 motions de censure précédentes de 1980, 1987 et l'an dernier. Mais c'est là ce qui a été voté hier, aujourd'hui, a été fatal. Revenu au pouvoir depuis décembre 2011, il est le premier chef de gouvernement qui a été renversé depuis le retour de la démocratie en Espagne. Et dans l'actualité internationale, toujours, nous le disions donc en début de cette édition, c'est effectif ce matin, donc le Danemark a interdit le voile intégral dans l'espace public. Eh bien oui, Ahmed. Comme la France et la Belgique, le Parlement danois a banni le voile intégral, c'est-à-dire le niqab ou le burqa, à l'espace public dès le 1er août prochain. Toute personne portant l'un de ces tenues ou bien une cagoule, une fausse barbe ou autre accessoire qui dissimule le visage sera sanctionné d'une amende de 134 €. Pour la classe politique danoise, la voile intégrale est un outil idéologique d'oppression. L'Amnesty International a fustigé la loi comme les manifestants réunis devant le Parlement danois. Elle estime que cette interdiction de violer le droit de la liberté d'expression et de la religion. Dans un cas, il oppose des principes simplement parce que le gouvernement l'a fait en raison de ses propres principes, Ahmad. Et enfin, ce matin, donc, les économistes sont formels et unanimes. Mauvaise journée ou bad day pour le commerce mondial. Effectivement, la décision de Donald Trump a engendré un tsunami sur la scène du commerce international. Au nom de la protection de la sécurité nationale, Washington a décidé d'augmenter les taxes sur les importations d'acier, d'aluminium en provenance de l'Union européenne, ainsi que le Canada et du Mexique. Par souci de rééquilibrage, l'Union européenne entend bien riposter de manière ferme et proportionnée, a prévu Emmanuel Macron. Des taxes sur les importations de jeans et de bourbons, de Harley-Davidson, des cigarettes sont envisagées. La liste des produits concernés a été transmise à l'OMC, l'Organisation mondiale du commerce. L'industrie sidérurgique est un marché florissant en Europe. Elle emploie directement 320 000 personnes qui produisent plus de 170 millions de tonnes d'acier par an et plus de 500 sites de production. Les États-Unis, Ahmed, rappelons-le, sont la deuxième plus grande destination des exportations européennes. Après la Turquie, rien que l'année dernière, 4,9 millions de tonnes d'acier ont été expédiées, Ahmed. Merci Samatar, c'est la fin de ce journal. Merci également à vous de nous avoir suivis.